J'ai sur ce plateau Madame Aguirre-Touba. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien en forme. Ouais. En tout cas, vous êtes belle, vous êtes radieuse ce matin. Non, merci. Ou bien c'est parce que c'est votre journée? Non, pas ça seulement. Non, pas ça seulement, Non. c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, Vous êtes ouais. comme J'aime ça. bien prendre soin de moi. Et En c'est- tout cas, moi, je connais quelqu'un qui est venu aujourd'hui en Salif Keita. Ah Je ne ouais. vais pas dire son nom, il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Donc, votre parcours, hein? Journaliste, elle a travaillé pendant environ 10 ans dans divers médias à Conakry, Sabari FM, Mercure, Évasion, Familia, etc. Elle s'est spécialisée dans les faits de société. Militante engagée depuis 2010 dans la défense des droits des albinos, elle a occupé des rôles dans des ONG comme Fondacia, puis UBPAG, dont elle est devenue présidente. Elle a joué un rôle clé dans l'obtention d'une loi protégeant donc les personnes atteintes d'albinisme en Guinée et plaide pour un milieu accessible aux soins, hein, notamment dermatologiques et ophtalmologiques. Transition vers l'entrepreneuriat. Confrontée à des problèmes de peau et de vision liés à son albinisme, elle a quitté le journalisme de terrain en 2021, s'est formée en l'artisanat des perles. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez des perles autour du cou. Ah, j'allais vous poser la question, hein, c'est pourquoi. Ah, d'accord. Donc, c'est aussi pour faire la promotion de ce que vous faites. C'est bien joué, en tout cas, de profiter de nous hein, pour mettre en lumière ce que vous faites. Donc, à l'artisanat des perles, aujourd'hui, elle conçoit et vend des accessoires, sacs, bijoux, etc. Son entreprise Albi Event Accueil organise aussi des actions de sensibilisation et soutien social. Entrepreneuse engagée, elle a transformé une passion personnelle vers un business avec des expositions à Conakry, à la baie, etc. Par son ONG, elle pilote donc des campagnes gratuites de dépistage, kits de santé pour femmes albinos, lutte contre le travail infantile et elle a recréé la deuxième édition du concours Albi Beauty. Son impact, elle aide à changer le regard social sur l'albinisme et les préjugés. Elle œuvre pour l'égalité d'accès aux soins, l'emploi, la protection sociale. Elle sensibilise, forme et soutient la communauté via ses initiatives entrepreneuriales. En résumé, Madame Aguirre-Touba est bien plus qu'une journaliste ou artisane. Elle incarne la résilience, la défense des droits et l'autonomisation. Son parcours est un parcours très, très inspirant pour celles et ceux qui croient en un avenir inclusif. C'est bien vous. En tout cas, vous avez du chemin, vous avez fait du chemin. Ouais. Et ce chemin-là m'a vraiment forgé. Oui. Oui. Et comment ça a commencé? Déjà, le journalisme, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus journaliste. Quel a été le déclic déjà? Où vous avez fait des cours de journalisme? Vous avez des diplômes? Comment ça a commencé? Le journalisme, hein, c'est quand j'étais au lycée. Oui. J'aimais beaucoup écouter la radio gabonaise. Et bon, en ce moment, c'était ça, Gabon, RFI et tout. Et puis, il y avait un monsieur qui s'appelait Norbert Zango, que je suivais beaucoup. D'accord. J'ai dit un jour, je serai comme ce monsieur. C'est là ça a commencé. Et en fait, c'est mon rêve de lycée que j'ai matérialisé. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Pas facile, parce que j'avoue, quand j'ai commencé la formation, c'était à Familia, effectivement. Et ils avaient fait, avant, les communiqués, ça se faisait à la RTG. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Oui, exactement. Donc, et c'est ma mère même qui a écouté et dit, ah, toi qui veux faire le journalisme, là, j'avais déjà fini l'université et tout, Oui, hein, oui. mais je tenais à ça, parce que toi qui veux faire le journalisme, ah, il y a une radio qui forme. Donc, je suis allée me renseigner. J'ai demandé que les modalités et tout, et j'ai commencé. Je suis même venue au milieu de l'année, j'ai trouvé qu'ils avaient déjà commencé. Mais je me suis, comme j'aimais bien, j'ai travaillé dur pour être au même niveau que les autres. Et là, j'avoue, c'était pas facile. Comment apprendre à parler, parce que bon, moi, c'était le truc académique et tout. Ici, c'était différent. Comment travailler ma voix. On me disait, c'est vrai, tu as une belle voix, mais il faut encore la travailler parce que tu dois, à l'antenne, c'est des gens qui t'écoutent et tout. Exactement. Donc, je me vois. Maintenant, le flash 10 heures, on me met à l'antenne. Tout le monde écoute Familia. À l'époque, vous connaissez ce que c'était. Oui, Familia. J'étais petite, mais je savais. Et puis, vous connaissez leur jingle. Ah, jingle, Familia FM. Il faut aller. Directement. Mais il fallait me voir là.
J'ai fait ça d'un trait. Uh-huh. Quand j'ai fini, j'ai pris les écouteurs, je les ai jetés. Même j'avais peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon cœur battait fort. Mais j'avais peur. J'ai fait ça d'un trait, je me suis levée. On était au deuxième, non, troisième. Oui. En bas, j'entends mes amis crier de joie. J'ai compris que j'ai réussi. J'entendais ça au troisième. Et puis dans le studio que vous connaissez. Oui. Maintenant, je vois M. Martin qui ouvre la porte bien dans mes bras. J'ai compris. Mais j'ai dit, ouf, j'ai franchi un pas. Mais cette peur, ce cœur qui battait, c'est resté toute la journée. J'ai dit, au moins, je suis sur la bonne voie. Votre maman vous a écouté en ce moment? Oui, elle savait, elle m'a écouté. Et il y avait même les voisins, ils s'écoutent, ils entendent mon nom. Mais c'est qui? Parce que personne ne savait que je suivais des cours de journalisme. Justement. C'est-à-dire, cette formation, ils ne savaient pas. Maintenant, ce premier test est passé. De là, rapidement, on m'a mis au grand journal de 7h30. Ça aussi, il faut voir. Et là, je vais vous dire, j'ai même eu un problème. C'était au mois de Ramadan, imagine, tu es agent. Et puis, au beau milieu du journal, je perds la voix. Fallait voir, c'était difficile. Mais et comment vous avez géré? Non, j'ai fait. Donc là, quand même, je me suis maîtrisée. J'ai commencé maintenant à amener mon texte à voix vraiment très lente. À voix lente et basse. Lente et tout doucement pour ne pas perdre le rythme. C'est ça. Voilà. Mais ceux qui me connaissaient réellement ont compris que j'avais des problèmes de voix, mais je m'en suis sortie. Après, on m'a dit d'aller me reposer jusqu'à ce que ça revienne. Mais c'était une belle expérience quand même. Mais au fil du temps, avec ça, j'étais un peu touche à tout. Je ne me contentais pas seulement des éditions. J'apprenais comment faire certaines émissions, que ce soit en langue surtout. J'apprenais comment faire le journal en langue. Et plein de choses, quoi, parce que j'étais passionnée, je voulais apprendre. Donc, je m'approchais des autres, des aînés qui étaient là pour voir comment ils travaillaient. Et je me rappelle ma première sortie sur le terrain, c'était pas facile parce que la théorie, j'ai compris que là, la théorie et la pratique, c'est totalement différent. C'est deux mondes d'ailleurs différents. Tu vas, même au marché tout près, là, tu vas tendre le micro à quelqu'un, il te regarde d'une manière. Certains ne veulent pas parler. On te faut comment convaincre ceux-ci pour que vraiment qu'ils comprennent que c'est dans leur bien, même que tu les fais, parce que moi, c'était surtout les faits de société qui m'intéressaient. Et généralement, les problèmes sociaux, notamment les femmes, les enfants et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, quoi. Donc, comment amener ceci? Et même à la fin, une fois, je vous ai fait un papier, je ne savais pas comment chuter, je suis allée envoyer chez monsieur le boss, il a dit, en tout cas, tu vas mettre la chute là. Tu vas la mettre. Donc, tout ça, tout ça, ça m'a permis vraiment de progresser. Parce que les 1 année que j'ai fait en traitant les faits de société, ça a forgé mon écriture. Ça m'a vraiment aidée. Et après, je faisais les reportages grand format et tout ça. C'est plus tard que je suis allée vraiment vers les thèmes politiques et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, ça a été vraiment passionnant. Et j'ai eu aussi des responsabilités, justement. Ça, c'est déjà à partir de Sabaré, déjà. J'étais d'abord assistante voilà, de la secrétaire de rédaction. Après, moi-même, je suis devenue une secrétaire de rédaction. Et ce poste ne m'a jamais lâché jusqu'à quand j'ai quitté l'audiovisuel. Mais c'est vrai que j'ai fait certains comme rédactrice en chef, en intérim, DG, ça c'était à Mercure et tout ça, directrice de l'information, voilà. Mais malgré toutes ces responsabilités, j'aimais le terrain. C'est ça. J'aimais le terrain. C'est ça aussi, oui, la différence entre les journalistes, les bons et les plus réticents. Donc, déjà, être journaliste sur le terrain, c'est un autre cadre, complètement. Si tu n'oses pas, tu n'affrontes pas les choses, tu as froid aux yeux, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller du tout. Donc, imaginez de la ville, et à partir de 2012, quand je suis arrivée à Évasion, j'ai commencé à aller vers le monde rural. D'accord. Donc ça, c'est quand je couvrais l'ancienne ministre de l'Agriculture. Donc, ça m'a permis de connaître non seulement le pays, mais de voir réellement c'est quoi un agriculteur,
qu'est-ce qu'il fait, les problèmes auxquels il est confronté, comment ça se passe en un mot. Donc ça m'a fait déjà que j'aime la nature, ça m'a encore fait aimer ce domaine-là, agricole et tout ce qui s'ensuit, élevage et tout. Donc pendant 4 ans, là, je me suis vraiment plus focalisée sur ce domaine-là. Et c'est là même j'ai gagné dans 2 années consécutives le premier prix. Voilà, de reportage télé. Bravo, à Médard. Ça, c'était à Médard. C'était voilà, des journalistes à l'époque qui organisaient cette compétition-là avec l'ambassade des États-Unis. Donc, 2 années successives, premier prix télé, je l'ai eu. Et c'est à ce moment-là, vous vous rappelez que le jour où vous avez dit à votre maman que vous vouliez abandonner, voilà. Si vous avez abandonné et qu'elle vous dise « Ok, d'accord, tu peux abandonner », vous n'aurez pas eu ces prix. Ouais. Et là aussi, le Jassa d'or aussi, je me souviens, radio, ça a commencé par le Jassa. Et puis, cette semaine du Jassa, j'imagine, la même semaine, j'ai été aussi participer au programme IVLP des États-Unis. Ça s'est passé dans la même semaine. J'ai eu le Jassa et quelques jours après, je voyageais. Donc, imaginez tout ça. Et tout ça, c'est dans le domaine du journalisme. J'ai dit, oh... Ça, quand même... c'est encourageant. C'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Oui. Parce que M. Zakaria nous disait quand il nous formait, dans le journalisme, dans ce que vous faites dans ce métier, les citoyens, vos auditeurs ou vos téléspectateurs vont vous apprécier de 2 manières. Soit ils vous disent, oui, cette personne est bien, ou bien elle est nulle, n'acceptez pas d'être parmi les nuls. Donc ça, c'est tout ça, c'est pour nous pousser à plus travailler. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, c'était vraiment chaque fois nous remettre en cause et surtout de respecter l'éthique et la déontologie de notre métier. Ça, et c'est surtout ça qui parfois me fatiguait quand je venais, je devais faire mes comptes rendus. Et au début, quoi, quand je sais pas, parce que j'étais là, quand je faisais mes papiers, j'ai dit, est-ce que ça va pas toucher à la sensibilité de la population? Est-ce que ça va pas créer des cris quelque part? Donc, il faut contrôler tous ces aspects. Tous ces aspects. Donc, tout ça là, me poussait à être plus rigoureuse envers moi-même, mais aussi envers mes collègues, parce que là, j'étais censée corriger leurs papiers avant de passer à l'antenne. Que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, tout passait par moi, parce qu'étant secrétaire de rédaction. Donc, je devais et je le faisais avec rigueur. Et pour ça, même, jusqu'à présent, mes amis n'ont pas oublié mon bic rouge. On dirait on est à l'école primaire. J'ai dit oui, c'est pour faire la différence entre ce que vous avez écrit et ce que moi je fais. Et il y a une jusqu'à présent qui me dit qu'elle a gardé, malgré qu'elle n'est plus dans les médias, mais elle a gardé tous ces papiers-là. Ça fait un souvenir pour elle. Et ça, donc, quand même. Et ce que j'ai aimé surtout, durant tout ce parcours, toutes ces années que j'ai fait dans ces médias, il n'y a pas eu cette stigmatisation, il n'y a pas eu cette différence. Justement, on allait en venir, voilà. On allait en venir, Donc, il n'y a pas eu ça. On ne voyait pas cette femme atteinte d'albinisme, mais c'est surtout le travail qu'on faisait. Et moi-même, c'était ça que j'avais dans l'esprit. Parce qu'au début, quand étant enfant, j'étais stigmatisée, on me pointait du doigt. Tu sais, quand tu passes, les enfants crachent dessus, on te traite d'albinisme et tout. Quand tu es enfant, ça te fait mal. Ça te fait mal. Donc, parfois, je rentrais en pleurs. Mon père me dit, écoute, non, tu es comme les autres enfants. Nous, Dieu t'a fait naître ainsi, nous t'aimons tel que tu es. C'est ça. Ne fais pas attention à ce que les autres te disent dans la rue, mais focalise-toi sur tes objectifs. Et ça, en fait, ça aussi, c'est resté. Ce soutien familial que j'ai eu m'a vraiment permis d'avancer dans ma vie. Parce que je sais que quelque part, quelles que soient les difficultés j'avais, vers qui aller, j'allais avoir du réconfort. Et ça, c'est très important pour les pères. La famille est très importante. C'est le point de départ, en fait. Parce que justement, certains enfants d'albinisme sont rejetés par cette même famille. Donc, voilà. Donc, j'ai eu ces réconforts. Donc, je me suis dit, OK, si la personne ne t'aime pas à cause de ta couleur de peau, mais qu'elle te respecte par le boulot que tu fais. Donc, c'est ce qui est resté dans ma tête. Et je me suis mise à la tâche. Je me voyais pas albinos, mais je me suis dit, je suis un être humain créé par Dieu. Je n'ai pas demandé à être ainsi. Tout naturellement. Je peux travailler comme les autres. C'est vrai que j'ai
de par mon albinisme, un frein, parce que je n'ai pas de mélanine, donc je suis sensible aux rayons UV du soleil. Oui. Donc, en sortant, je dois savoir quand sortir Et me comment protéger. sortir Et déjà. comment sortir. Oui. Donc, il me faut me protéger. Donc, vous voyez, même ici, vous m'avez vu, malgré il ne fait pas encore chaud, j'ai ma casquette déjà. C'est ça. J'ai, voilà, ça couvre quand même mon corps, et même le pantalon. Oui. Donc, voilà. Et il y a ces heures de forte chaleur, si ce n'est pas des cas de force majeure, tu ne me vois pas dehors. Par exemple, quand il est 14, 13h, 14h, 15h, voilà, j'évite. Si ce n'est pas un truc vraiment important, j'évite de sortir. Voilà. Donc, c'est comme ça, je me suis forgée. Et c'est surtout ça. En étant journaliste, je me suis intéressée aux personnes atteintes d'albinisme aussi. Oui, en particularité. En particularité, parce que je pensais que la manière dont moi j'étais choyée dans ma famille, je pensais que pour tout le monde c'était comme ça. Mais après, je vois certains dans la rue en train de mendier. Et quand j'ai intégré la fondation, avec les témoignages poignants aussi de certains, j'ai compris que non, il y a un problème. Tout le monde n'est pas comme moi. Certains sont rejetés même au sein de leur famille. Bien sûr. Ils sont rejetés aussi par la société. Par la société. Ils sont vus comme des parias. Exactement. Voilà. C'est le mot. Voilà. Donc, il fallait... Donc, avec ces reportages, je montrais aux gens que ces personnes-là sont comme tout le monde. Donc, voilà ça. Donc, je vous ai dit, voilà pourquoi... Est-ce que ce n'est pas là où est née votre envie de créer votre ONG? Donc, d'abord, non, même pas ça. C'était plus tard. J'avais intégré, il y avait déjà le doyen Morlaix qui était là. Ça, c'est la première ONG, même des personnes atteintes d'albinisme. Et il a déjà même fait cette charte-là. Une charte d'abord pour défendre, protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme aussi. Voilà, parce que lui, il avait commencé ce combat. Nous, on était encore à l'école. Donc, voilà, donc on l'a rejoint dans ce domaine-là. Donc, en fait, ça m'a ouvert les yeux de voir... toutes ces souffrances, tous ces rejets, parce que simplement les gens sont mal informés. Ils suivent des mythes élaborés, des mythes qui n'ont pas lieu d'être sur les personnes atteintes d'albinisme. Parce que les gens, quand ils n'arrivent pas à expliquer une chose, ils se cherchent des explications. Mais alors que nous, déjà à partir du collège, en biologie, c'est là même la première fois que j'ai su réellement c'est quoi l'albinisme, que c'est un problème génétique et tout ça, que ce n'est pas un esprit, un extraterrestre comme les gens comme les gens le pensent. Du tout. Donc, il fallait plus de sensibilisation. Pour dire aux gens que non, vos croyances là sont erronées, c'est pas parce que tu craches sur ta poitrine que ça va éviter à ta mère de faire un enfant. Si ton père et ta mère ont les gènes de l'albinisme, même s'ils sont noirs, ils vont avoir un enfant. Vous me rappelez de quelque chose. J'avais un cousin albinos, mais à chaque fois, quand on était ensemble, il crachait dans son habit. Je lui disais, je dis, tu fais quoi? Les autres le font parce qu'ils veulent me fuir. Moi aussi, il faut que je le fasse. Je dis, mais ça, c'est quoi? C'est quelle histoire, ça? Oui. Et actuellement, lui, il n'est pas là. Il a voyagé. Mais franchement, quand je vois son parcours et tout, comme vous avez dit tout à l'heure, la différence entre les albinos, les enfants chouchoutés, et les autres enfants qui ne sont pas du tout, franchement, ça joue sur le moral, ça joue même sur l'avenir de l'enfant. Effectivement. Donc, il faut faire très attention. Oui. Non, mais imaginez un peu ces enfants qui étaient dans la rue là. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas des métiers, ils sont exposés aux rayons UV. Donc, et vous savez que c'est les ravages que les rayons UV font sur notre peau. La peau. C'est ces problèmes dermatologiques et c'est surtout le cancer de peau qui tue chaque année des jeunes atteints d'albinisme en Guinée. Oh là là, chaque enfant le cœur. Chaque année, actuellement, mais on a eu moins 13 cas encore connus de personnes ayant le cancer à Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays. Donc, imaginez. Et le coût de ça. Le coût, exactement. Le coût surtout. Le coût. Et surtout ce qui... voilà. Et s'il n'y a pas de détection précoce, c'est vrai que dans l'entretien, on va en parler, mais la maladie, elle n'attend pas, elle progresse. Du tout, elle n'attend pas. Donc, imaginez ces enfants dans la rue, exposés à ça, ils n'ont pas de soins de santé, rien. On te dit d'aller mendier. Parce qu'on leur met dans la tête que quand tu es albinos ou bien un enfant handicapé, toi, tu es destiné à la mendicité. Où avez-vous vu ça? Non.
C'est là on a dit non, c'est pas à l'enfant de subvenir aux besoins de sa famille, mais c'est plus le contraire. L'enfant, quand il va grandir, il sera adulte, il va travailler, il fera sa part. Mais quand il est enfant, il a besoin d'être protégé. Il a besoin d'apprendre des métiers, il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de soins. Mais tout ça, c'est aux parents de s'assurer de ça. Exactement. Et on a compris que ça, ses parents, parce qu'une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces personnes qui le faisaient avaient été arrêtées et les enfants retirés de la rue. Bien sûr. Mais quand on est allé au ministère, les femmes, le chef de CAM était révolté à l'époque contre ces femmes parce qu'on a compris que ce n'était pas une pauvreté. Non. Ces femmes ont d'autres enfants non albinos qui sont scolarisés et s'occupent. Mais elles envoient les plus vulnérables dans la rue quémander. Elles partagent l'argent après avec les femmes qui les exploitent. Ouais. Et il y a certains enfants aussi qui, c'est pas leurs parents, hein, on les loue. Oui, on les loue. Parce qu'une fois à Matoto, vous savez, il y a beaucoup d'albinos, ça va juste avant d'arriver au marché. Oui. Ils sont nombreux là-bas. Donc, l'époque où vous parliez, justement, et quand ils ont interdit aux albinos de sortir sur la route, une fois, j'ai vu une patrouille venir, ils ont tous fui. Il y a un petit même qui est tombé, il s'est blessé. C'est par après, j'ai su réellement que quand j'ai demandé, non, c'est pour ça. Et après, j'ai compris que ces gens-là, ce n'est pas leurs véritables parents. Ce sont des enfants qui louent pour la mendicité. Et il y a certaines personnes qui sont albinos, qui mendient et qui appellent ces enfants-là à venir mendier avec eux. Oui, justement. Tu as dit ils louent. Louer à qui? C'est aux parents. Aux parents. Les parents savent ce que ces enfants vont faire. Non, je me dis, enfant location, comment? Oui, mais ça j'ai été écœurée de voir ça. Ça se passe où? En Guinée. Ça se passe où en Guinée? Ça se passe où? Sous nos nez, sous le regard. Bon, moi, je ne vais pas dire le regard impuissant hein, des gens parce qu'ils peuvent faire quelque chose quand même. Mais c'est quelque chose à arrêter maintenant. Oui, et ces enfants-là, aujourd'hui, je te donne cette nouvelle, si tu ne le sais pas, ils sont à l'école, bien entretenus. Ils sont dans un centre à Sangoya. Oui. Il y a au moins 70 enfants là-bas actuellement. Donc, ils sont dans de bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que tu les vois moins dans la rue. Moins, exactement. Voilà. Donc, ils sont au centre. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Oui. Donc, quand on parle de journalisme, c'était tout ça qui est poussé. Il fallait vraiment parler de ça, écrire. Donc voilà, tu comprends maintenant pourquoi je m'intéressais aux faits sociaux. Parce que là, j'étais libre de choisir mon sujet. C'est ça. Et voilà. Et surtout... vous étiez moins dans le cadre. Vous étiez plus... il y avait beaucoup de possibilités en tout cas. Et puis libre et surtout, on me dit, fais un grand format. Ouais. Ah, donc là, j'avais mon timing et je pouvais aborder plusieurs thèmes qui me tenaient vraiment à cœur, quoi. Donc, quand je parle du journalisme, vraiment, ça a été de bons moments. Mais j'ai dû arrêter justement parce que je commençais à avoir vraiment des difficultés, point de vue santé, comme je vous l'ai dit. Avec le soleil, même moi, j'ai eu des problèmes cutanés. J'ai eu peur au moment, j'ai dit, est-ce que c'est pas le cancer qui commence? Mais heureusement, c'était pas ça. Mais quand même, ça m'a mis 3 mois à la maison parce que j'avais des plaies sur tous les avant-bras. Parfois, j'avais à peine même du mal à les soulever. Donc, ça m'a vraiment fatiguée. Donc, c'est à ce moment-là que... je me suis en partie reconvertie. Et vous êtes tombée amoureuse des perles? Non, ça, cet amour, je l'avais depuis longtemps. Depuis longtemps, d'accord. Mais, puisque avec mes problèmes d'allergie et tout ça, il fallait que j'évite un peu tout ce qui est un peu métal et tout ce qui s'ensuit. Et avec généralement tout ce qui est perles et autres, je n'ai pas de soucis. C'est ça. Mais là, il y avait le goût. Parfois, je me dis, je veux ce modèle, ça et ça. Et parfois, je ne peux pas le trouver sur place. Et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que là, c'est l'utilité aussi des réseaux sociaux, tu peux trouver des trucs. J'ai vu une dame qui est rentrée aujourd'hui, voilà, une béninoise qui formait. J'ai dit, ok, je peux, une formation payante. J'ai dit, cet argent-là, je peux le bouffer, il va finir, mais ce que je vais apprendre va rester et je peux regagner cet argent rapidement oui, et plusieurs fois. Oui. Donc, je suis allée, 4 jours de formation intense. Voilà, et 4 jours. Fait. 4 jours, hein? Ouais. Imagine, pratique. Non, c'est parce que vous êtes intelligente. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché les personnes, c'est pas pour ça. C'est parce que vous êtes intelligente. Et avec des problèmes de vue, elle a compris, elle a dû changer. Tout ce qui était petit, elle a remplacé par gros. Donc, imaginez la lenteur, mais très patiente, elle est là à expliquer. Elle a compris qu'il y a seulement ce problème de vue qui est là, et c'était ma première fois. Mais ces 4 jours-là, ok, je me suis mise.
Mais derrière, il y avait un test. Un test à faire. Ouais, pratique. Il y avait un devoir. Et puis, c'est ce qu'elle fait. Là où tu as des difficultés, elle dit, bon, il faut reproduire ça et ça et ça. Elle sait qu'ici, là, tu as des difficultés, donc reproduis. Et chacune avait un devoir différent. Chacune, partout, elle a une difficulté. Elle te dit, c'est ce que tu vas faire, envoyer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et il y avait un délai. Aïe. J'ai dit, OK. J'ai commencé à quelle heure? 20h jusqu'à 5h du matin. Ma mère dit, t'as pas dormi? J'ai dit non. J'ai fait non seulement ce qu'elle m'a dit, mais même ce qu'elle m'a pas dit. Tous les articles, tout ce qu'elle nous a appris, j'ai tout refait. Elle a vu, elle était surprise quand j'ai présenté. Le temps fou qui vous a pris de 22h, vous disiez, hein, jusqu'à 4h du matin. 5h du matin. 5h du Ça, matin. c'est quelques articles. Et j'ai pas dormi. J'ai continué ce jour-là encore jusqu'à 18h. Ça, c'est l'amour de la chose. C'est ça. J'ai tout fait. Oui. Elle était étonnée parce que j'étais celle qui avait le plus de difficultés. Parce que les deux premières étaient initiées, c'est vrai, mais dans d'autres domaines, mais elles avaient la main. La main quand même, oui. Donc, moi qui viens là, elle était étonnée quand j'ai présenté tout ça. Elle dit, OK. Et j'ai ces articles à la maison. Certains n'étaient pas tout à fait parfaits, mais c'est le cheminement qui comptait. Donc, s'il y a erreur et autres, elle m'a corrigé. Elle dit, ouais. On a pris une photo, elle m'a donné mon attestation. Non, ça sans tarder, hein, sans tarder. Parce que une élève déjà qui va au-delà de ce que le maître dit, c'est impressionnant, en tout cas. Et c'est encourageant aussi pour elle de continuer sa formation. Donc, oui, on va maintenant rebondir sur la journée de l'albinisme, le 13 juin qui est aujourd'hui. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Bon, cette journée, c'est une journée pour, je vous le rappelle, c'est institué par les Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme pour justement interpeller le monde sur la situation des personnes atteintes d'albinisme, notamment en Afrique, où ils sont souvent victimes de violences à cause justement des mythes, de la couleur de leur peau, et où certains, même dans certains pays, vous savez, on les tue, on les mutile, parce qu'il y a des charlatans qui leur disent que, ouais, quand vous avez une partie, un membre d'une personne atteinte d'albinisme, vous pouvez accéder au pouvoir, à la richesse. Donc, il y avait ça. Et aussi... donc, il fallait changer cette donne. Et c'est là, chaque année, aujourd'hui, c'est la 11e journée internationale. Et chaque année, une thématique est abordée qui, généralement, affecte directement les personnes atteintes d'albinisme. Comme cette année, par exemple, si en lien, par exemple, aux droits des personnes atteintes d'albinisme, mais aussi à la protection de leurs droits et aussi préserver leur vie. Parce que pourquoi ? Je vous ai dit, ce cancer de peau fait ravage aujourd'hui. Donc, il est important que ces personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes d'abord sachent que en l'absence de mélanine qui protège contre les rayons UV et donne la couleur à la peau, elles sont sujettes à des problèmes et justement ce cancer-là. Donc, elles doivent, avant de sortir, de s'exposer aux rayons UV, prendre certaines mesures, comme utiliser les crèmes solaires et des vêtements adaptés. C'est des vêtements longs, voilà, qui les protègent du soleil, et puis avec un chapeau, des lunettes et tout ce qui s'ensuit. Et aussi, dire aux personnes, aux autres, c'est quoi l'albinisme en fait? Et tout ça... Casser le mythe derrière Casser le mythe derrière, participer à l'inclusion sociale. Et aussi, aujourd'hui, surtout cette année, avec ce thème, c'est interpeller, que ce soit l'OMS et tout ce qui intervient dans le domaine de santé, qu'il est vraiment primordial de faire face aux soins de santé essentiels aux personnes atteintes d'albinisme, qu'il y ait non seulement les médicaments essentiels, mais aussi qu'il y ait l'accès aux soins de santé. Parce qu'aujourd'hui, à part les crèmes solaires et tout, il y a des personnes atteintes d'albinisme aussi. Il y a une troisième catégorie qui est là, qui naît avec certains problèmes de santé. Oui, déjà né avec des problèmes de santé. Tu sais, vous savez, il y a 3 types d'albinisme. Il y a l'albinisme oculaire, ça se sent par les yeux uniquement. Il y a les albinismes oculocutanés comme nous, directement, c'est non seulement c'est la peau, les yeux, les cheveux, qui, voilà, vous voyez, la peau est claire. Et il y a l'albinisme syndromique. C'est ces personnes atteintes d'albinisme qui sont comme moi, qui non seulement ont cet albinisme oculocutané, mais qui ont aussi des problèmes
de santé. Ils sont nés avec. Il y D'accord. a certains troubles, justement, sanitaires. Donc, Mhm. et c'est justement, je pense, c'est cette troisième catégorie-là qui est, je pense, peu connue, mais elle Mhm. est là, elle existe vraiment. Mhm. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait accès vraiment aux soins de santé Mhm. et surtout qu'aujourd'hui, pour les aider avec cette progression du cancer de la peau, Mhm. et c'est suite justement le dérèglement climatique qui ne nous aide pas, Oui, parce que du là, tout. c'est vraiment, il y va de notre survie. Mhm. Il faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait un dépistage précoce, qui est le traitement et qui est le suivi. Ça va vraiment permettre aux personnes atteintes d'albinisme de vivre plus longtemps. Mhm. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est cette journée-là, en fait, c'est une journée de plaidoyer, en Mhm. fait. Oui. Donc, elle Et est vraiment essentielle. Et surtout aussi, Mhm. rappeler au monde que les personnes atteintes d'albinisme ont des droits comme tout être humain. tout Et être ces humain, droits à exactement. respecter. Oui. Voilà, et notamment ce droit de vivre Mhm. paisiblement et en toute sécurité. Oui. Ce n'est pas en tuant les personnes atteintes d'albinisme que vous allez être riche, prospère Mhm. et tout. Mhm. Ça, c'est un crime qui doit être puni. Ouais. Il faut faire travailler ces 5 doigts. Même les plus vulnérables travaillent pour gagner dignement leur vie. C'est ça. Pourquoi une personne X va-t-elle vouloir sacrifier une autre personne Mhm. justement parce qu'elle a une peau différente pour dire ouais, je vais m'enrichir, je vais pas facilement, je vais pas fournir d'efforts. Ouais. Ça n'a pas de sens. Du tout, ça n'a pas de sens. Et les 13 juin, qu'est-ce que vous faites, par exemple, en Guinée, à chaque 13 juin? Quelles sont les initiatives que vous mettez en place réellement? C'est justement toujours la sensibilisation D'accord. à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme Mhm. et des citoyens, Mhm. mais c'est aussi des soins dermatologiques, ophtalmologiques et D'accord. aussi la distribution de kits de protection solaire. Mhm. Bon, généralement, on le fait avec le département de tutelle, c'est le ministère de la promotion féminine, de Mhm. l'enfance et des personnes vulnérables, Mhm. mais cette fois-ci, on va le faire en différé. Et ce qui est bien, depuis, les autorités ont accepté que Mhm. chaque année, on le fasse dans une ville différente. Ça Ouais. leur permet de voir justement les réalités des personnes qui sont là-bas et identifier leurs besoins aussi. Donc, on l'a déjà fait à Kindia, à Mhm. Kankan, et cette fois-ci, ça sera à l'Abbé, mais ça sera un peu en différé. D'accord. Voilà, donc ça sera fait. Et il y aura aussi des expos Mhm. pour montrer le savoir-faire justement des personnes atteintes d'albinisme parce Mhm. qu'elles évoluent dans divers domaines et beaucoup entreprennent mais ne sont pas connus. Mhm. Donc ça va permettre de vraiment rendre visibles leurs activités. Mhm. Donc cette année, c'est ce qui est prévu. Et en Guinée, par exemple, hein, c'est un exemple, si avant, après les luttes, réellement les luttes, je veux parler de sensibilisation et de tout ce qui va avec. Si c'était par exemple à 50%, aujourd'hui c'est à quel pourcentage? Bon, aujourd'hui, ça a quand même, Estimativement. estimativement, on peut dire que ça a beaucoup évolué. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les pourcentages parce que je Oui, ne sais pas. Mais exactement. aujourd'hui, Mhm. justement, avec ces sensibilisations, Mhm. la mondialisation, je peux dire même ces réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations. Mhm. Les gens commencent à changer quand même par rapport à la lune. C'est vrai que d'autres continuent à être réticents, Oui. mais il y a une ouverture. Mhm. Par exemple, même au niveau, quand tu prends, par exemple, mariage, Mhm. beaucoup osent maintenant aller vers des personnes atteintes d'albinisme. Oui. Parce qu'avant, il y avait même des réticences Oui. au niveau des familles par rapport à ce Oui, ils sens. n'acceptaient pas. Ils n'acceptaient pas, il y Mhm. a des découragements. Mhm. Ah, toi, c'est une personne atteinte d'albinisme, tu as vu. Donc, comme si c'était une malédiction, quoi, de Mhm. se marier avec une personne Mhm. atteinte d'albinisme. Donc, il y a assez d'ouverture. Mhm. Au sein de l'emploi aussi, ça commence à aller Mhm. petit à petit. C'est vrai, voilà. Il y en a, mais encore, il y a du chemin à faire pour être sur les instances de prise de décision. Décision, oui. Voilà, ils sont moins, mais je pense qu'il y en aura, puisqu'il y a assez de personnes atteintes d'albinisme qualifiées quand même, Mhm. voilà, qui peuvent bien servir aussi. Est-ce que des fois, bon, même si les employeurs voient une compétence à une personne atteinte d'albinisme, est-ce que c'est pas peut-être sa santé qui fait de lui une personne réticente?
Je parlais de l'employeur, où ça ne cause pas problème. Non, mais je pas santé, je dis les mythes. Les mythes. Non, même pas, on écarte les mythes. Est-ce que le problème de santé, parce que un employeur, en tout cas, va peser le bon côté des choses. Pour une personne non atteinte d'albinisme, bon, la personne peut faire ci, ça, ça. Et une personne qui est atteinte d'albinisme, elle ne peut pas faire ci. Est-ce qu'il y a encore ce stéréotype, en tout cas dans les domaines de compétences? Non, bon, je peux dire que non, parce que c'est pas tout le temps aussi en tant que malade, c'est comme tout le monde. Il y a des moments où tu es malade ou du temps, mais c'est surtout peut-être si tu sais qu'il est compétent, mais tu vas créer les conditions de travail adaptées. C'est comme quand tu prends une personne handicap moteur, il n'a pas ses jambes, mais tu sais que cette personne est qualifiée, elle peut faire ton travail, mais tu vas créer les conditions pour lui permettre de faire ce travail. Exactement. Donc, je dis, tout est une question de volonté. Tout naturellement. Tout naturellement. D'accord. Et vous, à quel âge vous vous êtes rendu compte que vous étiez albinos? Très tôt, hein? Très tôt. Très tôt, au primaire. Au primaire, d'accord. Quand, à l'école, bon, j'étais primaire très timide. Les enfants, les gens me provoquaient, me traitent d'albinos. Je ne savais même pas c'était quoi albinos. Albinos, je suis venue à la maison, j'ai dit, mais pourquoi on m'appelle l'albinos et tout ça? Maintenant, mes parents m'ont expliqué un peu. Voilà, parce qu'à la maison, je n'avais pas ça dans l'entourage. Bon, il n'y avait pas ce problème. Donc, quand je vais à l'école, on me traite différemment. Je me dis, ça c'était au primaire. Tout comme tu sais, c'est les enfants et dans la rue. Justement, en étant enfant, et vous n'avez pas demandé à vos parents pourquoi moi je suis blanche et pourquoi Justement, j'ai demandé. Justement, parce que là, et puis j'étais timide, il y a certains qui me provoquaient, je ne répondais pas, mais c'est mes copines autour qui répondaient à ma place même. J'étais tellement timide, mais c'est toutes ces provocations qui ont fait que j'ai changé. Maintenant, je répondais coup pour coup. Vous avez forgé tu me votre tapes, je te tape, tu m'insultes, je t'insulte. Et vice-versa. Et vice-versa. Oui. Sinon, j'étais vraiment très calme, tranquille dans mon coin, mais j'ai vu qu'il fallait que je me batte. Je ne pouvais plus continuer dans ça. Et donc, il ne fallait pas que je me laisse faire. Donc, c'est là que j'ai su très tôt. Quand tu nais enfant, en fait, c'est comme un réflexe. Je me souviens même pour ça, un reportage que j'ai fait, audio, pour un site de la place. J'ai interrogé les gens. La différence même, c'est à la naissance de l'enfant albinos. Tu sais, généralement, quand on dit « Ah, telle femme a accouché », on demande « Ah, c'est une fille ou bien c'est un garçon ?» C'est ça, on demande. Mais c'est un albinos, elle a fait. Donc, la stigmatisation, déjà, elle a parlé des adultes même. Justement. Et pour l'heure, on ne demande pas le sexe. Voilà, c'est albinos. C'est un albinos. Tu vois, ça commence déjà là. Donc, vous voyez ça. Et l'entourage, même si la mère n'est pas moralement forte, il l'amène à se décourager parce que, toi, c'est un enfant albinos que tu as fait. En fait, c'est même pas l'enfant seulement qui est stigmatisé, c'est même sa mère qui est rejetée. C'est sa mère, justement. Sa mère. Donc, vous voyez, tout ça. Et alors, on va lui dire, tu es allé prendre une femme qui t'a fait un albinos. Voilà. Mais c'est de sa faute. C'est pas de sa faute. Bah, bien sûr. Non, moi, quand je suis venue, à certains me disent, c'est la première fois, nous, on voit ça dans notre famille. Mes parents disent, c'est Dieu qui nous a donné, nous, on aime comme tel. Ça fermait la bouche des gens, non? C'est pas fini. Surtout, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis moi, j'ai grandi tranquillement dans mon coin avec mes parents qui m'ont tout donné, et puis voilà. En tout cas, si on avait... J'espère que... Je pense que il y a eu une campagne de sensibilisation aussi pour les parents dans votre lutte. Pour vous dire d'abord, dans nos ONG, les parents même sont membres. D'accord. Parce que nous, pour l'intégration, les parents sont membres non seulement pourquoi ils voient comment on travaille, ce qu'on fait. Ils sont informés. Ils savent que les parents des enfants albinos qui sont dedans, ils savent eux-mêmes. Donc, quand il y a sensibilisation eux-mêmes, déjà, ils sont informés, ils savent c'est quoi. Ils peuvent se défendre et défendre leur enfant. Et tu sais que, fur et à mesure, quand tu apprends une chose, tu vas le répéter quand tu es avec ta copine, tu es dans le quartier. Aujourd'hui, j'ai appris ça. C'est ça et ça et ça. Donc, ça déconstruit ces mythes-là. Donc, ça a beaucoup aidé ces sensibilisations, que ce soit dans les médias, que ce soit en direct, voilà, pendant les assemblées générales ou bien
voilà, les focus group et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et là, même, je remercie les médias puisque ils ont beaucoup contribué pendant très longtemps à appuyer dans ce sens avec les couvertures médiatiques, les reportages, les interviews, plein de choses ont été faites et ça a vraiment permis d'informer la population, que ce soit en français ou bien dans nos langues. Voilà. Donc, ça compte beaucoup. Parce que vraiment, je vous ai dit, on entendait vraiment tout, hein. Mais ce n'est pas fini, ça continue. D'accord. Aujourd'hui, la sensibilisation, ce n'est plus... Bon, en plus de l'albinisme, mais aujourd'hui, c'est surtout sur le cancer. Parce que les gens ne connaissent pas. Parce qu'ils ont un simple bouton. Ah, c'est un bouton, ils négligent. Alors que ce petit bouton que tu négliges, ça peut être justement les prémices, justement, que ça peut être un début de cancer. Donc, il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, c'est les sensibiliser dans le sens d'aller vers les centres de santé. Quand tu as une petite lésion, un petit bouton, il faut aller vers un dermatologue pour qu'il vraiment fasse les examens nécessaires et pour qu'on détermine vraiment qu'est-ce que tu as. Parce que plus tu es consulté tôt, plus tu es soigné très tôt. Et là, ton espérance de vie s'allonge. S'allonge, exactement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des médecins vraiment spécialisés dans le cadre que de l'albinisme? Non, justement, pas tous, très peu. D'accord. Et nous voudrions vraiment qu'il y ait plus de médecins Oui, parce que la particularité va beaucoup vous aider dans le sens où vraiment le monsieur sait réellement les albinos, ce qu'ils ressentent, ou la dame, hein, je veux dire, ce que vous ressentez, ce que vous avez sur la peau. En tout cas, un truc en particularité, je pense que ça va aller beaucoup qu'un médecin, en tout cas généraliste, qui traite beaucoup de cas. Non, là, c'est les dermatologues. Il y en a, ceux qui sont là quand même, nous assistent beaucoup et je leur remercie. Mais c'est là aussi, j'invite les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes à s'investir dans la recherche, à aller vraiment dans ces domaines-là. Pas seulement faire les sciences sociales, sciences maths, mais s'intéresser vraiment. Mais c'est parce que toi, tu sauves d'une chose, quand tu t'investis aussi dans ce domaine, ça va te pousser encore. À y aller en profondeur et à trouver des solutions aussi pour les autres. Donc, ce serait bien et je pense que le ministère en charge de la recherche scientifique et voilà, je pense pourrait vraiment aider dans ce domaine. Justement, ça peut se faire. Ça peut se faire, voilà. Parlez-nous. Orienter, appuyer ces personnes-là, voilà, pour aller dans ce sens. D'accord. À présent, parlez-nous de Miss Albi Beauty. Donc, Miss Albi Beauty, justement, c'est une initiative non seulement des ONG, des personnes atteintes d'albinisme, mais aussi d'un jeune qui se surnomme l'albinos noir, Cheikh Tidiane. Il n'est pas albinos, mais il aime beaucoup les personnes atteintes d'albinisme. Donc, il a eu l'idée de faire ce concours tout comme nous. C'était presque au même moment. On voulait faire ça. Donc, lui aussi, il avait ça. Donc, il est venu vers nous. Pourquoi ne pas faire un plus grand? Donc, nous aussi, quand il nous a appelés, on a appelé les autres ONG qui œuvrent justement dans la défense des droits des personnes atteintes d'albinisme. Voici ça. On peut vraiment organiser cela. C'est une bonne chose. Ça sera une première. Parce que dans ce domaine-là, par exemple, de défilé, on n'a jamais vu une personne atteinte d'albinisme, que ce soit homme ou femme, en Guinée depuis que cette compétition existe. Et c'est une manière de montrer le talent de cette couche dans ce domaine-là. Et ça permet aussi aux personnes atteintes d'albinisme qui vont y participer de se mettre plus en confiance. C'est ça. Voilà, parce qu'avec les rejets, les stigmatisations, tu as tendance à te recroqueviller sur toi-même. C'est ça. Et vous savez, avec ça aussi, les mythes sont cassés. Voilà. Donc, c'était ça. Et il y a eu de l'engouement. Il y a même une fille qui quittait Kindia chaque week-end parce qu'il y avait les répétitions. Elle quittait Kindia, elle venait pour répéter. Elle rentrait. Pour te dire que l'engouement que ça suscitait. Et dedans, même les parents étaient présents. Il y a certains parents, même c'est eux-mêmes qui ont poussé leur enfant à adhérer parce que l'enfant était réticent. Ils ont dit, non, tu y vas. Donc, eux, ils étaient là, ils venaient participer aux répétitions, nous encourageaient. Et même le jour de la compétition, il y a même une mère qui était là, elle aidait à coiffer les filles, il y avait une coiffeuse et autres. Elle était impliquée et tout.
il y a eu des bonnes volontés, même pour les tenues et tout ça. C'est vrai que ça a été dur parce qu'on a dû reporter 2 fois. La troisième, on dit, c'est vrai, on n'a pas les moyens nécessaires, mais cette fois-ci, nous n'allons pas reporter. Nous allons tenir la compétition. C'était au Palais du Peuple. C'était quasiment vide. C'était les proches des candidates qui étaient venus. C'est pas la population n'était pas là. J'ai dit quand même, on va le faire, mais les médias étaient là. J'avais compté plus d'une dizaine de médias, de tout. Et voilà. Ça seulement, radio, télé, site, tout le monde était là. Là, du début à la fin, ils ont accompagné. Même pendant les répétitions, ils venaient. Et ça a été magnifique, vraiment. Les candidats se sont donnés à fond parce que c'était Miss et Mister Albinos. Ils se sont donnés à fond. Et il y a eu les 2 finalistes, Aïssatou Djoumo et Dibani. Et c'était une première. Malgré, on l'a fait. Et à la télévision, les différentes télés ont montré les réseaux sociaux. Et ça fait le déclic. Et c'était bien parti, en tout cas. Voir aussi une albinos, elle était déjà là, ici, sur mon plateau. Et puis se présenter à Miss Guinée et puis sortir avec, en tout cas, cette place. C'était vraiment une fierté pour vous, j'imagine. Oui. Donc, imaginez, c'était là le déclic. Parce que c'est après que beaucoup se sont intéressés. Ah, oui, prochaine édition, on va participer et tout ça. Ça a intéressé les gens avec les réseaux sociaux et ça a permis, les filles même étaient là maintenant, beaucoup sur des, tu les vois plus présentes sur les réseaux sociaux. Ça a permis à beaucoup de participer maintenant, que ce soit à des clips, en tout cas, voilà, des trucs artistiques, à plein d'entre eux, voilà. Et maintenant, beaucoup même osaient, je peux le dire, dans leurs activités, inviter les personnes atteintes d'albinisme. Il y en a plus, que ce soit dans divers domaines, quoi. Donc ça, je dis, voilà, les gens commencent à comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas pu encore faire la suite de l'édition, mais ça me permet, même dans la sous-région, il y en a qui sont avancés, dans d'autres pays qui n'avaient pas fait encore cette compétition-là, de la faire. Donc aujourd'hui, et les éditions s'enchaînent aujourd'hui. Comme vous voyez, dans la sous-région, il y a beaucoup de Miss Albi. Exactement, il y a beaucoup de Miss Albi, il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup d'engouement derrière ça. Et j'espère que vous allez aller jusque là où vous voulez. Bien sûr. Et vous êtes entré, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. On en fait en sorte que ça le soit. Exactement. Donc, c'est ça. Et imaginez, comme vous le dites, de là à Miss Albi, ça a intéressé et on a vu pour la première fois à Miss Guinée. Et c'était que nous voulions, qu'on dit oui, cette personne-là a du potentiel. Et au début, c'est vrai qu'Aïssatou, au début, elle n'était pas approuvée par tout le monde. Il y avait des réticences et tout ce qui s'ensuit. Parce que je me rappelle qu'elle était venue en dernier. Voilà. Oui, elle était venue en dernier. Après, on dit, bon, pourquoi elle est venue? Pourquoi on l'a inscrite? Après, il y a des gens qui ont dit non, c'est parce qu'elle était Miss Albi. Donc, voilà, il fallait qu'elle soit là. Il y avait ça. Ça parlait, hein, ça parlait de partout. Ça parlait, mais nous, on avait notre objectif. On a dit, Aïssatou, ferme tes yeux, bouge tes oreilles, focalise-toi sur ton objectif et tu continues. Nous, on sait que tu as du potentiel, voilà, il fallait, elle était entourée, voilà, encouragée, et fais valoir ton potentiel. Et sur scène, je pense que les gens ont compris ce qu'elle vaut. Pas seulement beauté physique, mais intellectuellement. Elle est très intelligente. Et beaucoup, il y a plein de jeunes filles comme elle, comme ça. Bon, cachée, mais elle, voilà, elle peut faire plein de choses. C'est ça. Et là, elle a vraiment eu l'adhésion du peuple. Et pour ça, surtout ça a cassé encore les mythes. Donc, il y a plusieurs manières de sensibiliser. C'est pas seulement venir devant les gens, mais c'est par les panneaux, c'est par les actes que nous posons. C'est ça. Nous cassons ces mythes-là, nous cassons ces barrières-là. Et je pense que c'est la manière barrière. Voilà. Vous n'allez pas, par exemple, peser la lourdeur de cette action-là. Mais à chaque petite action, vous voyez que ça a un grand impact. Et vous vous dites, bon, je suis en train de bien faire là. Ou bien. Mais bon, ça continue. Ça continue. Tant qu'on vit, vous savez, quand tu t'engages dans ce domaine de défense des droits, c'est dans ton sang. Ça reste en toi, même si tu n'es plus en exercice, mais ça reste. C'est un peu comme le métier de journaliste, c'est vrai, après plus d'une dizaine d'années dedans, mais ça reste. C'est déjà en nous.
C'est à nous. Et le jour où on va vous réveiller, fais-moi un reportage. Même dans le sommeil, vous êtes en train de dire. Parce que vous êtes habitué, c'est devenu maintenant une seconde nature pour vous. Voilà. C'est ça, c'est le comportement. C'est le comportement. Oui. Donc, c'est ça, je dis, il faut poser des actes concrets. Ouais. Ces actes vont parler d'eux-mêmes. Ouais. Donc, je n'ai plus dire arrêtez de stigmatiser, arrêtez de faire, c'est vrai, on va continuer à parler. On n'a plus le temps. Ouais. Déjà, le temps de dire arrêtez de stigmatiser, j'aurais en tout cas mis une action sur le terrain qui puisse d'ailleurs te faire réfléchir et te parler d'une manière non verbale. Voilà. Et ça passe. Et ça passe tranquillement, sans violence. Sans violence. Voilà. Tu vas dire, ah, je minimisais cette personne. Je pensais qu'avec son teint et tout ce qui c'est problème de vue, elle peut pas faire ça. Dia, elle peut faire ça. Elle-même, elle est plus forte que moi, je sais pas. Voilà. Donc, c'est ça. Tu changes carrément. Tranquille. Il y a plein de personnes. Alors voilà pourquoi les 13 juin avec les expos du savoir-faire des personnes atteintes d'albinisme, ça permet de les découvrir. Parce qu'il y en a plein. Et il y a certaines personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, qui se cachent. En tout cas, de sortir de grand public et qui sont réticents. Même ceux qui sont à l'intérieur du pays, par exemple, parce qu'il y a toujours ce mythe non cassé. C'est vraiment... ça laisse quelque chose encore sur le cœur. Oui, surtout par rapport, quand je prends par exemple à l'intérieur avec certaines régions, la forte chaleur, il faut que les parents vraiment s'impliquent par exemple pour la protection des enfants. Quand il fait trop chaud, si c'est un petit enfant, vraiment ne pas le laisser jouer au soleil ou bien l'habiller conséquemment. Ça, c'est de la responsabilité des parents. Ils peuvent faire ça, il faut qu'ils aient la volonté de le faire. C'est leur enfant. Donc, quand même, c'est des sensibilisations comme ça continue. Parce qu'il y va de la survie de cet enfant et de sa santé. C'est ça. Parce que plus tu es exposé au soleil, plus tu es ça te fait mal déjà. Es Donc, moi j'ai une voisine dans le quartier. Je pense qu'après ça, je vais juste couper le cliché et l'envoyer. C'est notre couturière déjà. Elle a un seul enfant, c'est un albinos. Le petit s'appelle Ibou. Il est super intelligent. Et à chaque fois que le petit va jouer, il y a quelqu'un qui l'accompagne pour ne pas qu'il se blesse, pour ne pas qu'il soit sous le soleil à chaque fois. Tu le verras jamais dehors à 15h, 14h. Non, il y a le soleil, non. Et quand il part à l'école, il doit se retourner et qu'il y a le soleil, il y a quelqu'un toujours qui doit l'accompagner. Et quand tu vois sa peau, c'est par ses cheveux, ses yeux que tu peux reconnaître qu'il est albinos. Justement, parce que qu'il est bien accompagné, il est bien suivi et ses parents se sont impliqués réellement dans son éducation et dans son accompagnement. Et ça coûte pas des millions. Du tout. C'est de la prévention. C'est de la prévention. Voilà. Avant que ça te coûte cher de faire sortir, par exemple, l'enfant sous le soleil, que l'enfant soit atteint du cancer, on ne le souhaite pas. Donc, avant que ça n'atteigne ce stade, les petites préventions-là, je pense que ça peut beaucoup aider. Hein? Ouais. Beaucoup. Et cette femme, c'est ce qu'il faut faire. Effectivement, c'est ça. Cet enfant-là, il va grandir tranquillement, en tout cas plus ou moins bonne santé. Voilà, c'est vrai que la maladie est liée à l'être humain, mais ça ne sera pas comme s'il était constamment exposé. Et là, il est protégé parce qu'avec l'insécurité aussi, ça le protège des enlèvements parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées. Mais il y a toujours ça. Hein? Voilà. Il y a toujours ça. Donc, il n'est pas seul, il est protégé. C'est ce qu'il faut en fait pour un enfant. Ouais. Et c'est le minimum que ce parent-là peut apporter à son enfant. Ouais. En tout cas, c'est le minimum, la protection. Hein? Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, en tout cas, notre invitée du jour, c'est une albinos hors pair, je vais le dire. Elle est ex-journaliste, entrepreneuse. Elle a aussi plusieurs casquettes avec elle et en elle. Hein? On va pas finir aujourd'hui de parler parce que c'est la journée internationale de l'albinisme. Il faut le célébrer de la plus bonne des manières. Nous allons tout doucement aller avec la deuxième phase de ce grand entretien qui est le confessionnal tout à l'heure après ça. Le confessionnal, c'est pour des questions plus particulières à notre invité du jour. En tout cas, chers tous, vous êtes quand même habitués à la chose. Hein? On ne va pas vous dire tout. Mais notre invité du jour, je ne sais pas si elle est habituée, si elle a une fois vu les précédentes vidéos de mes précédents invités sur le plateau. En tout cas, il y aura le confessionnal. Ce n'est pas des questions qui vont vous prendre le coup, hein, mais ça va.
Alors, dites-moi, qui vous êtes à la maison réellement? Qui est Madame Aguera Touba à la maison? Bon, à la maison, je suis Aguera Touba qui se lâche, tranquille, qui a la joie de vivre, qui aime chanter quand elle fait ses travaux ménagers. Voilà, ça déstresse. Ça déstresse Voilà. naturellement. Très collée à sa maman. On fait coucou à maman. Maman, Ouais. ma soeur jumelle. Quand j'ai aux gens, j'ai ma jumelle à la maison. Ta jumelle, j'ai dit, ouais, mais plus âgée. Ah Mais oui, plus on comprend. âgée, on comprend. Voilà. Ouais. Et bon, je suis la seule qu'elle a. Voilà, il y a ça aussi. Ah, la seule, d'accord. Voilà, mes aînés sont décédés. J'étais la Benjamine et la seule qui reste maintenant. D'accord. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et qui est plus à la maison, sort rarement. Quand je suis là-bas, je suis plus occupée à mes confections. Ah, les confections, les perles, Les etc. perles, Ouais. bon, Vous un peu faites les des- cosmétiques aussi. Des sacs. Ah, un peu de Les cosmétiques. détergents surtout, pour D'accord. les nettoyages, voilà, artisanalement, que ce soit le Javel, les savons. Maintenant, les autres que je fais au côté artisanat, il y a un peu tout, sacs, bijoux, Ouais. les jouets pour enfants, que ce soit les poupées, vous avez dû les voir en perles ou textiles, Oui. les chaussures aussi, que genre, donc un peu tout. Tout ce Un qui peu de touche au tout. tout, que ce soit la décoration pour les bureaux, les maisons, je fais plein de choses. Et vous faites ça à la maison. Tranquille à l'ombre. Ouais. Surtout à l'ombre. À Surtout les l'ombre. heures où il fait chaud. Ah. Faut même pas m'appeler. Parce que tu vas me trouver à la maison, mais moi, donc je suis Ah, mais plus tu es dedans. où? Ah, tu sais déjà où je suis. Tu Donc, sais viens où je me suis, trouver viens là me où j'ai trouver, l'habitude d'être tranquillement en C'est regardant ça. la télé. Parfois, Uh-huh. je fais mon travail. Ça, c'est à la maison quand je suis pas dehors. Donc, ça, je suis plus casanière. Oui, casanière. Voilà, sort très peu. Bon, par nécessité. Par voilà. nécessité, en tout cas, Voilà. vous sortez, justement. Voilà, pour les activités des ONG et puis sinon. Quelle est la chose que vous redoutez de plus? Ce que je redoute de plus, les criminels. D'accord. C'est vrai, c'est des Qu'entendez-vous personnes... par criminel? Parce qu'il y a plusieurs... Tout le monde a sa définition du mot criminel. Non, moi, c'est criminel, je pense plutôt... Je parle surtout de ces personnes qui s'en prennent aux personnes atteintes d'albinisme. Oui, ça, ce sont des criminels. Ça, c'est des vrais criminels. Des vrais, ça, je les redoute. Ça, c'est des mauvaises intentions. Voilà. Vous n'avez pas peur des fois quand vous sortez seul ou quand vous sortez la nuit? La nuit. On s'est croisés combien de fois? Ah ouais, c'est là la vraie question. Ça veut dire qu'elles ne sont pas la nuit, donc c'est pas grave. Très rare. Très rarement. Dans des événements vraiment bien précis. Oui. Voilà, c'est peut-être des dîners galas. Voilà, en tout des cas. Lieux chics, des endroits. Lieux. Oui, vous savez que ça, je ne peux pas dire non, il faut que j'aille. Et au retour, je serai tranquillement accompagnée chez moi. C'est ça. Voilà. Comme une reine. Hein? Et c'est quoi votre faiblesse? Ma faiblesse, je peux dire que parfois j'ai trop confiance. Et trop confiance, certains, tu as vraiment, parfois, tu accordes la confiance à certains et comment je peux dire ça? Et tu te trouves... En fait, tu tombes des nues parfois. C'est ça. Tu dis, ah, je ne m'attendais pas, je ne pensais pas que tel allait agir de cette manière. Puis voilà. Après, tu te dis, prochainement, je ne serai pas comme ça. Voilà, plus Donc, et à chaque fois qu'on vous brise le cœur ou qu'on vous fasse du mal, vous vous dites, non, avec une autre personne, je ne vais pas reprendre la même chose. Là, voilà, je suis plus réticente, plus méfiante. Qu'est-ce que vous aimez manger? Ce que j'aime manger, j'aime bien le fonio. Le fonio. Ouais. Léger, sain. Moi, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai jamais vu une personne atteinte d'albinisme en tout cas. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas l'ananas, qui ne mangent pas la sauce. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est les mythes. C'est des mythes, hein? C'est pas médical. C'est pas parce qu'ils pensent qu'en mangeant l'ananas, puisqu'il y a les taches sur l'ananas, là, les petits boutons noirs, là, ils pensent que c'est ce qui va faire les taches. Parce que moi, en tout cas, les albinos que j'ai vus, ils mangent tout, mais ils n'ont rien sur la peau. Oui, justement, j'ai dit, c'est les mythes. Il y a certaines personnes qui disent le cube magie, la sauce, l'huile, les crabes. Le cube magie, moi-même, je ne l'aime pas trop parce que ça me donne juste des maux de ventre. C'est pour ça. D'accord. Mais sinon, tout le reste,
la fidi, même le Sumbara qu'on incrimine à tort là. Exactement. Quand je vais mettre ça sur mon riz, il va devenir noir Voilà. même, et puis je bouffe bien. Ça n'a rien à voir. Et non qu'à savoir que ces taches sont dues aux rayons UV uniquement. Uniquement. C'est tout. Aucun aliment ne procure cela. Sauf si tu n'aimes pas l'aliment. Oui. Mais et que sinon, ça te fasse une allergie. Une comme allergie. toute autre personne Comme déjà. Voilà. Par exemple, sinon... quand je prends les crevettes, moi, je suis allergique. Ça me cause des trucs dans le sang. Des démangeaisons? Des démangeaisons. Et puis voilà, donc je ne prends pas. Par exemple, les Et crevettes, je suis allergique. Oui. Mais c'est des choses comme ça. Mais ça ne donne pas des taches comme les gens pensent. Parce qu'ils ne savent pas que c'est dû aux rayons du soleil. Ouais. Parce qu'avant, même les personnes atteintes, même moi, au début, je ne savais pas que les rayons UV pouvaient être nocifs à ma peau. C'est après, au fur des explications, en voyant mon dermatologue, les sensibilisations, j'ai su que c'est pas bon pour moi. Donc, parfois, il y a la méconnaissance. Oui, il y a la méconnaissance. C'est ce qui fait qu'on te dit, ah, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Certains même l'ont su, c'est quand on faisait les sensibilisations. Ils disent, ah, nous, on a dit, il faut pas prendre ananas, faut pas prendre sumbara. On dit, non, mais tu te prives toi-même de ce que tu aimes, si tu l'aimes vraiment. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. C'est quoi votre phobie? Ne pas être à la hauteur de mes objectifs. Oui, ça c'est un peu la peur. La phobie, c'est plus des choses dont vous avez peur. Par exemple, le noir, les insectes, les endroits fermés, la hauteur, etc. Il n'y a pas quelque chose qui vous vient en tête? Peut-être les endroits fermés, oui. Les endroits fermés. Surtout s'il fait trop obscur. Et puis, il pleut beaucoup, là. Et il pleut beaucoup. Parfois, je me dis, avec la forte pluie, le vent, là, est-ce que je ne vais pas me réveiller et trouver que les tôles sont parties? Non, sûrement pas, hein? Sûrement pas. Alors, dis-moi, à part les perles, parce que je sais que vous faites ça excellemment, c'est quoi votre talent caché? Dessin. Dessin, hein? Ouais. Vous dessinez parfaitement bien. Pas mal. Pas mal. En tout cas, quand j'étais au lycée, j'ai eu le premier prix de la meilleure bande dessinée en Guinée. Ah où là. 500 personnes ont participé. J'étais la seule femme qui a eu ce prix au temps de la ministre Aïcha Ba. Ah là, c'est que... C'était sur la scolarisation de la jeune fille. J'ai fait une petite BD sur ça. Ah là, c'est que vous savez bien dessiner. Hein? J'écris aussi des textes littéraires, des poèmes, malgré que je n'ai pas continué dans ce sens, Et mais je le fais. Vous ne pensez pas à écrire et à publier quelque chose? Si. Ça sera très intéressant, surtout quand vous parlez d'albinisme. Ça sera un roman parmi un lot de romans. Ouais. Donc, pensez-y. Hein? Non, ça pensez-y. D'accord. Ça vient. Et quel est le pays que vous voulez visiter? Pourquoi? Le pays que je veux visiter, c'est l'Inde. L'Inde? Ouais. Pourquoi? Parce que l'Inde, les femmes indiennes, c'est des femmes qui aiment beaucoup les bijoux. Les bijoux. Et j'aime bien la manière dont les Indiens font leurs bijoux, donc je veux bien aller apprendre. Juste apprendre à comment faire les bijoux. Bien sûr. Il faut toujours se former. J'aime bien me former. Il faut toujours se former. Parce en fait, que ça vous a valu quand même ce que vous je faites me lance aujourd'hui. jamais dans un domaine sans avoir une petite formation au préalable. C'est ça. Je ne vais pas à l'aveuglette. Donc, j'aime me former et petit à petit me perfectionner dans ces... Voilà. En tout cas, ça, c'est très important. Voilà. Et aussi, ça me permet d'avoir du matériel, par exemple, que je ne peux pas trouver ici. Ça me permet d'en envoyer. Donc voilà, quand je voyage aussi, il y a toujours un objectif derrière. Une avant-dernière question. Avec une somme de 450 millions, que feriez-vous? Mettre mon entreprise sur place, évidemment. Bien sûr. Employer. Un plus grand, un plus beau. Nombre, et surtout en particulier, les couches les plus vulnérables. Voilà, parce que c'est des personnes qui ont quelque chose à apporter. Et suite à vu leur handicap et tout, parfois, c'est pas facile pour elles de se trouver un endroit où vraiment travailler, s'épanouir. Donc, moi, quand j'ai ça, je vais vraiment mettre en place Donc, ce sera à la fois pour vous une source de revenus et pour ces Super. démunis-là, vraiment un centre d'accueil où ils peuvent apprendre pas mal de choses. Voilà, vous avez tout compris. C'est important, il faut penser aux autres. Et vous avez le cœur sur la main, je vais vous le dire. Regardez la caméra qui est là. Dites-nous si vous avez été sincère avec nous dans le confessionnal, là, juste là. Oui, j'ai été sincère avec vous. Je vous ai dit ce que j'ai sur le cœur. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons aller avec la phase finale. C'est tout à l'heure après ça.
Donc, nous sommes dans la phase finale de ce grand entretien. Quels sont vos projets à venir? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comme je vous ai dit, toujours continuer dans mes activités artisanales. Et voilà, coacher le plus possible. J'ai eu déjà l'occasion de le faire. D'accord. De coacher des jeunes filles et femmes dans ce domaine et qui aujourd'hui se débrouillent pas mal, que ce soit à Conakry, surtout à l'intérieur du pays. Il y en a, voilà, qui évoluent très bien dans ce domaine. Donc, je me suis dit que c'est ce que je fais participe à l'autonomisation d'autres personnes et c'est l'un de mes objectifs justement. Donc, c'est continuer dans ce domaine. Les ONG, c'est vrai que là, je pense que dans les années à venir, je vais aussi laisser la main parce que c'est ça. C'est Quand ça, on il met faut les laisser bases, la main. on met les bases, Oui. on les coach, on prépare la relève et nous, on reste derrière, Oui. voilà. Pour superviser. Pour superviser, parfois donner des conseils. Ouais. En fait, il faut toujours laisser l'oisillon grandir, s'épanouir et le laisser surtout voler de ses propres ailes. C'est ça. On ne peut pas dire qu'il faut tout le temps rester là à vie, non, c'est pas l'objectif. Ouais. Voilà, tu mets les bases et tu laisses une jeune équipe. Et toi, tu t'occupes d'autres choses en fait. Ou bien tu te reposes aussi parce qu'il y a ça à fur et à mesure. On avance en âge et tout, c'est les forces qui diminuent. Voilà, c'est l'énergie, la rapidité, voilà. et la concentration, tout ça. Tout ça. Donc, c'est ça, passer la main aux autres au niveau de l'ONG, mais surtout, côté artisanat, ça, oui, je veux vraiment m'y concentrer à fond et mieux développer ce que je fais tout en étant plus entourée. D'accord. Quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui à toutes les personnes qui vous regardent, à toutes ces jeunes filles pour qui vous êtes un modèle? Qu'est-ce que vous leur direz? Dans la vie, rien n'est facile. Il faut se battre. Rien n'est donné sur un plateau d'argent. Il faut se battre pour ses convictions. Il faut se battre pour ses droits. Ouais. Mais en le faisant, d'abord, il faut, avant de tout en revendiquant nos droits, faisons aussi nos devoirs. Et surtout, pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on se donne les moyens. Ouais. Les moyens, c'est pas... certes, les finances sont nécessaires, mais la première partie, le premier jalon le plus important, c'est la compétence, c'est la compétitivité. Donc, il faut acquérir ces compétences-là pour pouvoir mieux avancer dans ce que nous faisons. Donc, ces jeunes filles, ne baissez pas les bras. Si vous n'allez pas à l'école, apprenez un métier. En tout cas, c'est juste tout ça va vous permettre d'aller à l'avant, de vous épanouir. Et l'expérience, ça s'acquiert au fil du temps. Au fil du temps, il faut faire des stages. Il faut te faire entourer, en tout cas. Voilà, il y en a, par exemple, je veux faire de la couture. Il y en a qui l'ont fait. Tu peux aller, ces personnes peuvent te conseiller. Ça te permet, par exemple, d'éviter certains couacs que ces personnes ont eu et de mieux avancer. En fait, voilà, il ne faut jamais avoir peur de demander. Et quand tu ne connais pas, il ne faut pas... rester dans ton coin, fermer ta bouche. Il faut oser dire oui, je ne connais pas, mais je veux apprendre. Je veux montrer moi comment on le fait. En fait, moi, c'est comme ça que j'évolue. Ce que je ne connais pas, je ne dirai pas je connais. Justement. Mais si ça m'intéresse, là, oui, je vais apprendre. Je vais te dire oui, montre-moi comment on fait. Et quand j'ai des doutes et tout, je pose des questions. C'est ça, il faut toujours le faire. Donc, il faut le faire. Il faut, et surtout, chères personnes atteintes d'anémie, protégez-vous, en tout cas des rayons UV. Avec ce climat actuel, vous voyez la forte chaleur qui se fait sentir au fil des ans, c'est pas bon pour notre santé. Ça impacte nos vies. Et vous connaissez quand la suite, les conséquences du cancer, le cou qui est là, et vous savez que le cancer ne se traite pas en un jour. Non. Donc, il faut vous protéger. Et aux parents, je veux vous dire, à la société, l'enfant atteint d'albinisme n'est pas un paria, c'est juste une maladie génétique qui est là.
Et c'est cette peau que vous voyez claire, c'est un manque de mélanine. Simplement qui donne la coloration à la peau et qui protège contre les rayons UV. Ce que vous pouvez faire pour eux, c'est les aimer, les encadrer, les protéger et vraiment leur donner les moyens de devenir quelqu'un demain. Ces moyens-là, c'est l'école, c'est les métiers. Mais aussi à l'État, je sais que vous faites des efforts, mais il faut encore plus pour non seulement le respect des droits des personnes atteintes d'albinisme, mais les accompagner, les soutenir dans l'insertion sociale, que ce soit dans le domaine de l'emploi ou vraiment les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus, dans leur épanouissement en général. Oui. Et j'espère que ces conseils, en tout cas, sont tombés dans de bonnes oreilles pour toutes les personnes concernées. Elle l'a dit tout à l'heure, en passant par l'État, par les parents, les personnes atteintes d'albinisme même, et je n'en cite que ceux-là. Nous allons tout doucement aller avec l'autre rubrique qui est l'info de chez toi pour traiter des informations fraîches tout à l'heure.